Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer tranquillement. Il y a progressivement là, des gens qui se connectent à nous, mais tout d'abord, merci à tout le monde qui est connecté de se joindre à nous à ce midi, à partager votre lunch avec Julie et moi. Aujourd'hui, on va vous parler de droit de gestion ou de droit de gérance. C'est une présentation généralement qu'on donne en quelques heures, des fois 3 heures. Donc aujourd'hui, on va en faire une version un peu plus courte. On va survoler les principaux droits et obligations des employeurs parce que probablement que vous le savez encore mieux que nous, il y en a beaucoup. Ça peut sembler parfois un peu déroutant, mélangeant. Donc, peut-être Julie, regardez, là, je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que vous nous entendez bien? Je pense que oui. En tout cas, on va poursuivre. Donc, s'il y a des problèmes techniques, peut-être juste nous écrire dans le chat. On va regarder ça. Donc, alors voilà, notre objectif, c'est de faire quand même un tour rapide, mais quand même de toucher des sujets qui sont importants, des questions, auxquelles vous êtes sûrement régulièrement, confrontés. Pour ceux qui se poseraient la question, le webinaire est enregistré. Il va être aussi disponible en rediffusion dans les prochains jours et une copie de la présentation va également vous être transmise là, dans les prochains jours. Donc, on débute tout de suite. J'imagine si vous êtes là, vous nous connaissez déjà, donc je vais sauter les présentations, mais je vous prends quand même peut-être une petite seconde pour présenter Julie Robitaille, là, qui est une consultante senior chez Via Conseil et qui a beaucoup d'expérience en relations de travail dans un contexte à la fois syndiqué, non syndiqué, dans des entreprises privées, des OBNL. Donc, je suis bien heureuse de partager ce webinaire-là avec toi, Julie, aujourd'hui. Donc, Bien heureuse aussi. oui, alors aujourd'hui, on va couvrir plusieurs sujets. On va parler, bon, du contexte un peu législatif au Québec, des principaux droits et obligations des employeurs, de gestion de la performance ou de la gestion disciplinaire, bifurquer un peu vers l'absentéisme, la gestion de l'absentéisme, parler de droits de gérance à proprement dit, des principaux recours. Puis si on a le temps, mais on n'est pas certaine qu'on aura le temps là aujourd'hui, mais on essaiera peut-être de faire quelques mises en situation. Au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser directement là, dans le menu questions ou dans le chat. On va tenter là, d'y répondre au fur et à mesure là, de la présentation. Ou si on pense que le sujet va être abordé plus tard, là, ça se peut qu'on attendre un peu avant de répondre à votre question. Alors, on débute. Déjà, on trouvait ça intéressant déjà de vous montrer l'ensemble, ou en tout cas la plupart des lois là, qui encadrent le travail au Québec, parce qu'il y en a beaucoup. Si vous pensiez qu'il y en avait, tu sais, si vous avez l'impression que ça peut parfois être lourd, c'est quand même assez vrai. Il y a autant des lois au niveau provincial, fédéral, la CNESST, donc on en a répertorié ici plusieurs. On va y faire référence là, durant la présentation, mais il y a beaucoup d'éléments qui touchent, tout ce qui touche le contrat de travail va être régi par le Code civil, évidemment les normes du travail. Pour les organisations syndiquées, on va plutôt être du côté du Code du travail, la Charte des droits et libertés, la Loi sur la santé et sécurité au travail, la LATMP, la Loi de prévention en matière de harcèlement, la charte, la loi sur l'équité salariale, bon, puis la loi là, sur la protection des renseignements privés. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de lois. Et nos gouvernements ont eu sont partis sur une lancée dans les dernières années pour moderniser, actualiser beaucoup de lois depuis 2019. Donc, il y a aussi eu beaucoup de changements législatifs là, que vous êtes probablement encore en train d'implanter dans vos organisations. Donc, voilà. Alors, on se lance. Alors, quelles sont vos obligations comme employeur? Parce que j'imagine qu'on a plusieurs gestionnaires là, qui sont connectés avec nous. On a résumé les obligations des employeurs en trois grandes obligations. Donc, la première, c'est de fournir le travail convenu.
dans le cadre du contrat de travail, mais également le soutien et les ressources nécessaires. Donc ça, c'est votre première grande responsabilité. Aussi de rémunérer l'employé ou vos employés selon les termes convenus avec eux. Quand on parle de rémunération, on parle évidemment de salaire de base, mais également de tous les autres avantages et conditions qui sont offertes. Donc, en ce sens-là, un employeur ne pourrait pas modifier de façon unilatérale ni la rémunération, ni les conditions ou des changements importants, par exemple, au lieu de travail, aux conditions de travail, sans soit obtenir soit donner un préavis préalable ou sans que ce soit considéré comme un bris du contrat de travail. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi, on a un employé qui, au bout de quelques années, est appelé à se déplacer, par exemple, à voyager beaucoup pour son travail, puis que c'était pas au préalable convenu dans le contrat de travail, ben, ça pourrait être considéré comme un changement à son contrat de travail. Ou si l'employé a été embauché pour travailler 2 jours, puis finalement on lui demande de travailler les soirs ou les fins de semaine, ben, c'est sûr que si l'employé accepte, c'est possible d'apporter ce genre de changement-là, mais on peut pas juste appliquer le changement à moins que ça ait été préalablement entendu dans le contrat d'embauche que l'horaire de travail pourrait être appelé à changer. Autrement, ça pourrait être des éléments là, qui seraient considérés comme un bris du contrat de travail. Euh, Peut-être petite règle de pouce là, en termes de changement. Là, tu sais, quand on parle de changement qui pourrait être environ là, au-delà de 10%, soit des responsabilités ou des conditions de travail, ben, c'est là où c'est un peu la limite là, en droit du travail qu'on va généralement là, déterminer pour voir si c'est un changement qui est substantiel aux conditions de travail ou seulement là, un changement qui serait plus léger. Sinon, la dernière là, obligation, ben, c'est de traiter nos employés avec dignité et assurer leur sécurité. On en a quand même parlé beaucoup avec les nouveaux changements, avec la loi 27, la loi 42. Donc évidemment, ne pas traiter l'employé de façon discriminatoire. Là, on va être plutôt du côté de la charte, mais aussi assurer sa santé physique et psychologique et également là, protéger ses informations personnelles et sa vie privée. Donc, on peut globalement là, résumer les grandes obligations des employeurs de cette façon-là. L'employé aussi a des obligations de son côté qu'on a également résumées en 3 grandes responsabilités. Donc, la première responsabilité de livrer une prestation de travail avec diligence et compétence. Donc, ça, c'est la première responsabilité. Donc, on doit s'assurer d'être présent au travail et disponible pour livrer une prestation de travail, à l'exception de peut-être certains éléments là, qu'on va couvrir dans la section absentéisme. Mais même quand on s'absente, on a une obligation, justement parce qu'on doit livrer une prestation de travail, de limiter la fréquence et la durée de nos absences et aussi réaliser nos tâches avec sérieux et rigueur. En contrepartie, donc là, ça va être plus la gestion de la performance ou la qualité du travail qui est donnée. C'est sûr que d'un côté, l'employé a une obligation de travailler de façon compétente. En contrepartie, l'employeur a une obligation d'offrir le soutien et les ressources nécessaires. Donc, c'est un peu ces 2 éléments-là là, qu'on doit tenir compte quand on fait de la gestion de la performance. Faire preuve de loyauté face à son employeur, donc agir dans l'intérêt de notre employeur, de ne pas lui nuire, de ne pas se placer dans une situation de conflit d'intérêts, de protéger aussi les informations confidentielles. Puis évidemment, ben, cette loyauté-là, elle perdure même après la fin d'emploi. Finalement, se conformer aux politiques organisationnelles. On va revenir un peu sur cet élément-là quand on va parler de droit de gestion, mais ça fait partie du droit de gestion de l'employeur de pouvoir organiser le travail, de définir des politiques et l'employé doit s'y conformer.
à moins que ça puisse aller à l'encontre de sa santé ou de sa sécurité. Mais sinon, il doit respecter les politiques, les directives et prendre également les moyens nécessaires pour assurer sa santé et celle des autres. Donc, généralement, quand on va faire de la gestion disciplinaire, mais il y a, tu sais, parfois des liens qu'on peut faire avec ces grandes obligations-là que nos employés ont là, face à l'organisation. Julie, je te cède la parole pour parler de gestion de performance. Oui, donc, qu'est-ce qui relève du droit de gestion, justement, de l'employeur ou du gestionnaire? Ben, c'est de diriger puis de prendre des décisions pour assurer la pérennité de l'organisation et le bon fonctionnement de celle-ci. Qu'est-ce que ça implique? Ben, entre autres, vous avez le droit d'organiser le travail en fonction des priorités de l'organisation, donc d'attribuer les tâches aux différents employés, de gérer leurs horaires aussi, d'encadrer leur rendement, leur performance, comme le mentionnait Caroline, d'appliquer les politiques internes que vous avez mises en place, de gérer les absences, d'imposer des mesures administratives ou disciplinaires lorsque c'est nécessaire, donc on va y revenir, et de mettre fin à l'emploi lorsque, bon, les conditions s'appliquent. Ce qui est important de retenir au niveau du droit de gestion, c'est de vous assurer que vos attentes sont connues chez l'employé, qu'elles sont clairement communiquées et qu'elles sont faites, que vos attentes sont communiquées de façon objective, respectueuse et que votre gestion aussi démontre une certaine raisonnabilité et une certaine équitabilité. Donc, comment est-ce que on sélectionne un petit peu notre façon de gérer certaines actions, certains comportements, certaines situations? C'est vraiment en fonction du principe du caractère intentionnel. Donc, on peut appeler ça un acte involontaire ou volontaire de la part de l'employé. Donc, qu'est-ce qui est dit involontaire? C'est lorsque, par exemple, une personne salariée va se retrouver incapable d'atteindre ses objectifs ou de performer selon les attentes du poste. Donc, quelques exemples. On peut penser à un employé qui n'a pas nécessairement les compétences pour le poste qu'il occupe. Un employé aussi qui a des difficultés d'adaptation face à un changement que vous pouvez avoir mis en place dans l'organisation, un employé qui a des limitations fonctionnelles, donc soit des troubles de l'apprentissage, ça peut être parfois de la dyslexie, ce sont simplement des exemples, des enjeux personnels aussi dans sa vie qui viennent affecter sa prestation au travail. Ça peut être de façon très temporaire ou de façon un petit peu plus, disons, à moyen terme, des enjeux de santé. Donc, ce sont vraiment des exemples de situations qui vont relever plus de l'aspect involontaire. Puis bien souvent, dans ces situations-là, on va se retrouver dans ce qu'on appelle de la gestion de performance ou du rendement insatisfaisant. De l'autre côté, on va parler d'un comportement ou d'une situation qui est plus reliée à du volontaire quand la personne salariée, elle va contrevenir volontairement à ses obligations et aux politiques organisationnelles. Donc, Caroline l'a effleuré aussi tout à l'heure, donc refuser de suivre une directive d'un gestionnaire, avoir des comportements qui sont soit irrespectueux, qu'on va appeler de l'incivilité, crier après des collègues, donc des comportements un peu plus violents, ne pas respecter aussi les politiques et les procédures internes, manquer à son devoir de loyauté ou faire preuve d'absentéisme de façon injustifiée. Là, Caroline, je voyais qu'il y avait une question, je ne sais pas, ou un commentaire, je ne sais pas si on veut y répondre ou si je poursuis. Ouais, oui, c'est ça. La présentation va être partagée là, dans les prochains jours. En fait, on teste une nouvelle technique, Julie et moi, de partager le contrôle de la présentation. Ça crée des petits. C'est pas parfait. En tout cas, on est en test en ce moment. Donc, voilà. Mais oui, pour le contenu de la présentation va être partagé dans les prochains jours. Parfait. Donc, je poursuis. Si on revient à une situation qui ne relève pas nécessairement du caractère intentionnel chez l'employé,
Ben, à ce moment-là, l'employeur a des obligations de soutenir l'employé, de l'amener vers la réussite, de l'outiller. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique de s'assurer que l'employé a reçu la formation nécessaire pour pouvoir rencontrer les attentes donc de l'employeur, de pouvoir vraiment remplir ses tâches, ses responsabilités totalement, qui a été aussi accompagné. Donc, qu'est-ce que de l'accompagnement? Ben, on peut parler de coaching, de suivi de la part du gestionnaire. L'employeur, le gestionnaire a aussi un devoir d'accommodement. On va y revenir un petit peu plus tard, mais si vous vous retrouvez face à un employé qui a des limitations dites fonctionnelles, ben c'est sûr que vous devez quand même prendre les moyens ou lui donner, dans le fond, les moyens de pouvoir rencontrer vos attentes aussi. Des fois, ça va être de faire des petits accommodements, soit au niveau de l'horaire, si l'employé vit des difficultés personnelles, ou peut-être de lui donner les outils technologiques pour l'aider dans certains changements qui sont imposés dans son poste. Dans d'autres situations, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le plan de développement. Donc, ça va être de vraiment fixer des objectifs très clairs, précis à l'employé et de déterminer avec lui les moyens qu'il souhaite prendre pour arriver à ces objectifs-là. Et là, ben, le truc, c'est vraiment les suivis, l'accompagnement dans ce plan-là pour réussir à amener l'employé à rencontrer vos attentes, les attentes du poste. Dans certains cas où ça se passe un petit peu moins bien, où on n'arrive pas à rencontrer vraiment les objectifs, bien, ça peut arriver qu'on aille vers une mutation, donc un changement de poste ou même une rétrogradation. Mais dans ce cas-là, on va vraiment vous recommander d'aller chercher les conseils d'un professionnel en ressources humaines parce que c'est quand même délicat, hein. Caroline parlait tout à l'heure du fait qu'on ne peut pas diminuer les conditions d'un employé ou modifier les conditions d'un employé de plus de 10. Donc, quand on va dans la rétrogradation, ça peut être un petit peu risqué. Et ben, malheureusement, quand on a essayé tout ça et que ça ne fonctionne pas, ben, ça peut arriver qu'on se dirige vers une fin d'emploi. C'est ce qu'on va appeler une terminaison administrative. Si on revient aux comportements qui sont dits plus volontaires, donc lorsqu'un employé, par exemple, ne suit pas les directives ou les politiques, nous, on va vous encourager. La première des choses, c'est vraiment de vous assurer que vous avez en main tous les éléments pour prendre la meilleure décision en fonction de la situation. Donc, c'est ce qu'on va appeler enquêter. Là, je ne vous parle pas nécessairement d'une enquête exhaustive faite sur 6 mois. C'est vraiment de vous assurer, par exemple, de rencontrer l'employé pour avoir sa version des faits à lui. Bien souvent, vous pouvez être surpris. Des fois, je vais parler avec les gestionnaires. Là, ils m'expliquent un petit peu la situation. On s'enligne vers telle et telle possible mesure. Le gestionnaire rencontre l'employé, lui apporte des nouveaux éléments qu'il n'avait pas en main et là, on modifie un petit peu le plan de match. Donc, c'est très important d'avoir la version des faits de l'employé ou encore des témoins aussi qui ont pu être présents lors de la situation X. Une fois que vous avez ça en main, bien là, on peut se faire un plan de match. On va bien souvent aller vers un avis. Donc, c'est d'aviser pour corriger la situation, encadrer la situation, encore une fois, amener l'employé vers le comportement qui est souhaité. Donc, on va appeler ça des mesures disciplinaires et c'est très important de s'assurer que c'est les mesures disciplinaires qu'on va choisir, qu'elles soient proportionnelles à la situation ou au comportement. Je vous donne un exemple. Un employé qui s'est absenté quelquefois ou qui a l'habitude d'arriver en retard 10-15 minutes à plusieurs de ses quarts de travail versus un employé qui a fait preuve de violence, soit verbale ou même physique. Probablement que les mesures ne seront pas les mêmes. La mesure disciplinaire va être beaucoup plus sévère quand on parle de violence, voire même de la violence physique. Ça peut aller rapidement vers un congédiement lorsque c'est une faute grave. Hmm. Même chose que dans un cas plus d'insatisfaction au niveau du rendement, on peut aller vers un plan qu'on va appeler un plan de redressement. Dans ce cas-ci, avec l'employé, c'est un peu les mêmes principes. On va lui énumérer clairement nos attentes. On va lui donner des objectifs clairs à rencontrer qui vont être bien souvent plus au niveau comportemental et on va tenter de l'accompagner du mieux qu'on peut comme gestionnaire à rencontrer ces attentes-là. Ça peut arriver aussi, tout dépendamment, encore une fois, du manquement, qu'on est vers une suspension, voire même un congédiement. Donc, c'est ce qu'on va appeler le congédiement pour cause. Lorsque soit on a gradé puis que l'employé
ne replace toujours pas son comportement ou que l'enjeu, le comportement fautif est vraiment grave. Tantôt, je vous parlais de vous assurer de choisir la sanction qui soit proportionnelle à la situation, au comportement. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben oui, en allant enquêter, prendre la version des faits de l'employé, des témoins, mais aussi en analysant ce qu'on va appeler les facteurs aggravants, les facteurs atténuants. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en cause, à prendre en considération lorsqu'un employé a un comportement qui est fautif. Par exemple, est-ce que c'est la première fois que l'employé a ce comportement-là? Ou est-ce que ça fait plusieurs matins, par exemple, qu'il arrive en retard? Donc là, on va parler de répétition. Est-ce que l'employé semble avoir des remords? Est-ce que l'employé reconnaît aussi son geste fautif? Est-ce que l'employé collabore aussi lorsque vous tentez d'échanger avec lui, d'aller chercher sa version des faits? Facteur aggravant important aussi, quelles sont les conséquences pour l'organisation? Quelles sont les conséquences pour les collègues? Quelles sont les conséquences pour le gestionnaire? Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Dans les facteurs qui peuvent être atténuants, mais comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est la première fois que l'employé a un comportement fautif? Donc, ça fait 10 ans que l'employé est chez vous. Il y a un dossier pratiquement vierge et là, il commet un manque de respect face à son gestionnaire. Ben, d'autant plus si ça fait 10 ans qu'il est chez vous, donc le facteur d'ancienneté, on va vous inviter à vous questionner, à enquêter encore davantage, à savoir est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui peut expliquer ces enjeux de comportement soudain-là chez notre employé qui a toujours eu un comportement exemplaire. Donc, il faut prendre en considération plusieurs facteurs avant de choisir, est-ce qu'on va aller vers la vie verbale, la vie écrite, une courte suspension, une suspension plus longue ou voire même un congédiement. Donc, c'est ce qu'on appelle la progression des sanctions. Habituellement, on va commencer par aviser l'employé que son comportement n'est pas acceptable. Donc, c'est ce qu'on appelle un avis verbal. S'il y a répétition, on va aller vers l'avis écrit, ainsi de suite jusqu'au congédiement. Donc, et encore une fois, je répète que chaque situation est différente. Donc, si on a vraiment un comportement fautif qui est très grave, on peut sauter certaines étapes, on peut passer directement, par exemple, à une courte suspension. Hmm. Peut-être juste rajouter, Julie, Oui. par rapport à ça, tu sais, souvent au niveau, tu sais, si le dossier est présenté devant un juge, tu sais, souvent même la mention du fait, par exemple, quand on est rendu à des suspensions ou des suspensions plus longues, c'est souvent recommandé puis important de mentionner que c'est un dernier avis, hein, tu sais, la notion de dernier avis est souvent vraiment recommandé là, par un juge, donc que l'employé soit au courant que Mhm. la prochaine fois, ce sera le congédiement. Là. Tu sais, des fois, on va mentionner, bon, tout autre manquement va pouvoir être sujet à une mesure disciplinaire, mais vraiment, si vous arrivez à la toute fin de votre processus où il y a eu déjà plusieurs mesures, de peut-être vous assurer d'indiquer là, dans la lettre clairement là, que ça se trouve à être un dernier avis. Mhm. La fameuse mesure de la dernière chance. Exact. Donc, pour peut-être faire un petit tour de roue sur le droit de gestion, dans le fond, ce qui est à garder en tête, ce qu'on va appeler, nous, les bonnes pratiques, premièrement, c'est simple, c'est d'agir dès les premiers gestes. Très souvent, là, nous, on va être interpellés, par exemple, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un employé qui ne rencontre pas les attentes depuis plus de 1 an, 2 ans, et là, ça suffit, il faut vraiment adresser la situation. Ben, c'est toujours plus compliqué quand on attend que quand on s'assure de communiquer nos attentes clairement dès le début. Donc, on va toujours vous encourager à agir dès les premiers comportements fautifs ou dès les premiers enjeux là, au niveau du rendement. Bien sûr, comme on vous le disait, énoncer vos attentes le plus clairement possible, de documenter aussi les rencontres que vous faites avec les employés, de vous assurer que les politiques soient claires et communiquées. Moi, j'aime dire de vous assurer que les politiques chez vous, elles sont vivantes parce que si
Par exemple, vous donnez un avis disciplinaire à un employé qui n'a pas respecté une de vos politiques, mais que cette politique-là, elle est très peu connue des employés parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on ne la fait pas vivre, bien, ça se peut que votre avis disciplinaire soit challengé, si je peux dire, soit remis en cause si jamais vous vous retrouvez devant un tribunal parce qu'il y a eu, par exemple, fin d'emploi. De valider les faits aussi, comme on vous disait plus tôt, de vous assurer que vous avez tous les éléments en main pour prendre la meilleure décision possible, d'appliquer les mesures de façon uniforme et d'agir de bonne foi. Ça, c'est vraiment important. Donc, de vous assurer que pour tel type de comportement, ben, c'est vraiment la mesure disciplinaire A qu'on va appliquer et d'appliquer le même principe à tous les employés. Donc, qu'il y ait une constance et une cohérence dans vos actions de respecter les procédures en place. Donc, si certains d'entre vous ont un syndicat et que vous avez une convention collective, c'est la convention collective qui prime au niveau des politiques internes. C'est sûr que c'est toujours les normes du travail qui priment, mais la convention, elle est à prendre en considération dans l'application de vos mesures ou l'accompagnement de vos gestionnaires. Tenir en compte, comme on vous disait, les facteurs aggravants ou atténuants dans le choix d'une mesure, choisir une mesure qui est proportionnelle, vous assurer de suivre la gradation des sanctions lorsque c'est possible et un petit outil très pratique aussi de conserver un registre des mesures que vous avez appliquées. Donc, c'est un peu l'historique de l'organisation en termes de mesures disciplinaires ou mesures administratives. Donc, pour telle situation, on a posé tel geste, on a pris telle mesure. Ensuite, ça peut vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure, de garder une certaine cohérence et d'appliquer le même type de mesure pour le même type de comportement. Hmm. Oui, c'est vrai, Julie. Je trouve que par rapport à ça, tu sais, des fois, il y a des organisations qui vont, par exemple, avoir, je sais pas moi, une politique tolérance zéro sur tel ou tel comportement. Puis, ce sera peut-être pas nécessairement le cas pour une autre organisation. Puis, au final, il n'y a pas nécessairement de règle universelle qui doit être appliquée partout. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que si vous avez, par exemple, une politique de tolérance zéro sur certaines choses, ben que vous l'appliquez de façon constante dans le temps, puis Hmm. peu importe les employés, même si on a un employé qui est un bon employé, des fois on pourrait avoir tendance à, tu sais, à passer à passer la serviette, mais c'est important de pouvoir maintenir cette mesure-là. On a une question intéressante, je dirais difficile, de Joël dans le chat. Je te la lance, on pourra peut-être y réfléchir ensemble. Elle nous demande, est-ce que ce serait une mesure administrative, tu sais, est-ce qu'on devrait considérer une mesure administrative si un employé qui n'a plus de permis de travail et qui n'a pas nécessairement là, débuter ses démarches là, pour faire analyser son dossier, puis il n'est comme pas en processus là, pour renouveler son permis de travail ou son visa. Est-ce que tu verrais ça comme une mesure administrative ou plutôt une mesure disciplinaire? Hmm. Oh, c'est une excellente question parce qu'on est comme un peu à cheval, hein. Il y a un manquement ici à son devoir parce que, bon, on le sait tous, si on n'a pas de permis de travail pour pouvoir travailler au Canada, ben, l'employeur ne peut pas embaucher l'employé, ne peut pas nécessairement lui verser de salaire. Donc, l'employé, il est tenu, c'est son devoir de s'assurer qu'il a le permis de travail et qu'il a amorcé ne serait-ce que les démarches pour un renouvellement de permis. Donc, j'irais très certainement vers un avis, justement, qui laisse savoir à l'employé que on se retrouve ici en jeu au niveau, ça remet en question le lien d'emploi, à vrai dire, et que l'employé doit absolument s'assurer d'avoir un permis valable s'il souhaite maintenir le lien d'emploi. Je ne sais pas si, Caroline, tu me trouves trop dure, mais Non, ben en fait, je pense que ça revient à l'importance de peut-être déjà d'avoir une discussion avec la mhm, personne. Moi, je trouve que c'est vraiment l'élément le plus important, c'est déjà comprendre puis de poser des questions parce que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de gestion administrative, gestion mm, disciplinaire. Je pense que déjà là, il faut essayer de, tu sais, est-ce que c'est en raison, je sais pas moi, si c'est non volontaire parce que
il n'y a pas de moyen de transport ou parce que, il travaille la semaine, les bureaux seront fermés. Tu sais, je ne sais pas s'il y a des explications particulières qui font en sorte que la personne n'a pas été en mesure de Mhm. remplir ses obligations ou parce qu'elle parle pas bien le français, elle comprend pas nécessairement ben, tu sais, je pense que j'aborderais la situation d'une façon très différente par rapport à si c'est de la nonchalance ou un manquement. Est-ce qu'il était au courant qu'il devait tu sais, poursuivre ses Mhm. procédures? Fait que, tu sais, je pense que ça revient un petit peu à ça, à comprendre les causes, en fait, les raisons. Puis je pense que ça s'applique à toutes sortes de circonstances. Tu sais, tantôt, tu donnais l'exemple d'une personne qui s'absente ou qui est en retard de façon régulière. Ben, on pourrait déjà se dire on va donner une mesure disciplinaire. Mais si on pose la question d'abord et avant tout, qu'est-ce qui explique les retards, ben, ça pourrait nous emmener sur une voie plus administrative si c'est en lien avec, je sais pas moi, la prise de médication qui fait en sorte que la personne a plus de difficultés à se lever, peut-être des obligations familiales parce que la personne est monoparentale. Mhm. Ben là, il va peut-être y avoir davantage de l'accommodement, du soutien, de l'aménagement du temps. Mais si c'est juste par manque de rigueur ou parce que la personne ne considère pas nécessairement que la ponctualité, c'est quelque chose d'important, ben là, ça serait comme complètement une autre façon de gérer la situation. Fait que votre question est complexe, mais disons que j'irais creuser essentiellement les raisons pour pouvoir intervenir adéquatement. Puis, tu sais, ultimement, ben, c'est sûr que vous êtes, vous, pas en droit d'employer une personne qui ne Mhm. serait pas légalement apte à travailler. Donc, à la limite, vous pourriez, par exemple, tu sais, mettre fin à l'emploi ou donner tu sais, peut-être une suspension temporaire, là, une mise à pied temporaire, le temps que son statut soit régularisé, là, parce que c'est sûr que là, ça limite même la possibilité qu'il y ait un lien d'emploi, là, Mhm. je pense, dans un cas là, de permis de travail. Mais c'est des situations complexes, puis on peut pas Mhm. tant poser de questions au moment de l'embauche au niveau des permis de travail. Donc, parfois, on peut se retrouver avec des drôles de surprises. Merci pour la question. Alors, on va faire un petit saut vers la gestion de l'absentéisme parce que c'est quand même là aussi des situations qui peuvent être quand même passablement complexes à gérer et à encadrer. Puis je trouvais ça important déjà d'entrée de jeu de distinguer les différentes formes d'absentéisme. Déjà, on a les absences qui sont protégées par la loi, par les normes du travail. Donc, on va parler des absences pour des raisons de maladie, pour prendre soin d'un membre de sa famille, les congés sociaux, des congés parentaux, des obligations, là, comme par exemple jury. Ben là, on va traiter ces absences-là d'une façon différente parce que les employés ont droit de s'absenter pour des raisons comme celle-là. Ça ne veut pas dire que tout peut être permis, mais ils ont quand même déjà là, ce droit-là. Contrairement à d'autres absences que vous pourriez décider d'autoriser, mais qui sont malgré tout pas protégées par la loi. Donc, prendre soin, par exemple, d'un ami ou d'un animal de compagnie, ça se peut que comme organisation, vous ayez cette latitude-là, que vous souhaitiez accommoder vos employés puis leur permettre de s'absenter ou d'arriver en retard parce que on a un rendez-vous chez le vétérinaire, mais sachez que ce n'est pas une obligation de le faire parce que ce n'est pas, en tout cas pour le moment, des congés, des absences qui sont protégés. Participer à un événement personnel, c'est sûr que ça, c'est comme employeur, tu sais, par exemple, un spectacle à l'école, ça se peut que vous vouliez l'offrir puis donner cette flexibilité-là, mais c'est malgré tout pas protégé.
Le congé parental au-delà de 65 semaines ou des rendez-vous personnels, mais qui ne seraient pas liés à la santé. Donc, un rendez-vous chez la coiffeuse ou pour un massage, ben encore là, vous avez la liberté de l'autoriser ou non. Et finalement, ben, on a les absences qui sont carrément euh, injustifiées. Donc, ça pourrait être une absence protégée, mais qui n'a pas été déclarée. Ça pourrait être considéré comme injustifié ou une absence qui a été, par exemple, une demande qui n'aurait pas été autorisée, puis l'employé prend quand même congé, bien là, on serait vraiment là, on tomberait vraiment dans de la gestion disciplinaire parce que c'est non, c'est vraiment injustifié. Maintenant, même dans un cas où un employé a le droit de s'absenter, il y a quand même un cadre à l'intérieur duquel on doit gérer l'absentéisme. Donc déjà, malgré tout, il a quand même l'obligation d'informer son employeur de son absence selon la politique qui est en vigueur. Donc, par exemple, vous pourriez préciser dans votre politique le délai qui est attendu, la façon que vous souhaitez que l'employé informe de son absence. Ça peut être un courriel, un appel. Donc, à vous de le préciser. Dans vos politiques, bon, vous pourriez aussi documenter là, de quelle façon vous allez gérer l'absence excessive. Puis, bon, d'autres éléments, là, comme par exemple des procédures de retour au travail, mais donc d'avoir une politique qui explique clairement votre attente face à un employé qui s'absente, que ce soit même dans les cas où c'est justifié. L'autre élément, puis des fois on a des petites questions, puis des fois des petites craintes aussi à demander les raisons de l'absence. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement aller trop loin au niveau ça pour pas entrer non plus dans la vie personnelle de nos employés, mais vous avez quand même le droit de demander le motif général de l'absence parce que vous devez pouvoir déterminer justement si l'absence, c'est une absence qui est protégée ou est-ce que c'est une demande que vous seriez en droit de refuser. Donc, dans ce sens-là, est-ce que c'est pour des raisons médicales? Est-ce que c'est pour prendre soin de ton enfant ou est-ce que c'est parce que tu déménages ou qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, de comprendre un peu la grande raison, ça, vous avez le droit de le demander. Au niveau de la justification par un biais médical, ben ça, il y a eu des changements quand même importants à ce niveau-là il n'y a pas très longtemps. Là, je pense que c'est en janvier 2025. Dorénavant, vous pouvez demander un biais médical seulement à partir de la quatrième séquence d'absence ou pour des absences de plus de 3 jours. Donc, tu sais, si on prend par exemple un employé qui s'absente une journée, ensuite 2 jours, ensuite 3 jours, ben, on pourrait seulement, là, à partir de la quatrième fois de séquence d'absence, ou si l'employé s'absente, prévoit s'absenter là, pour 4 jours et plus, là, vous pouvez demander un biais médical. Il y a certains cas de figure si on est vraiment dans une situation où il y a de l'absentéisme excessif là, ou un dossier d'absentéisme qui est plus important, ça pourrait être justifié également. Mais normalement, là, ils cherchent à limiter, là, dans le fond, les exigences là, automatiques là, de biais médicaux. Et ben, j'en parlais tout à l'heure. C'est sûr que de son côté, même pour les absences qui sont protégées, prenons par exemple un enfant qui est malade, l'employé a quand même un devoir de livrer une prestation de travail qui est suffisante. Ben, dans ce sens-là, il se doit de limiter à la fois la durée de ses absences et la fréquence. Puis, bon, c'est sûr que c'est pas très clair, mais l'idée, c'est qu'il doit prendre des mesures raisonnables. Donc, ça pourrait être, par exemple, ben, tu sais, si tu as un rendez-vous le matin, peut-être que tu peux venir l'après-midi ou dans quelle mesure tu as regardé autour de toi si tu as d'autres ressources qui peuvent aussi s'occuper de ton enfant. Donc, d'essayer de voir qu'il y a eu des tentatives pour limiter la fréquence et la durée. C'est pas si facile à démontrer mais ça reste que quand même dans l'esprit, l'idée, c'est que c'est pas juste un droit de s'absenter, mais quand même, c'est modéré par une obligation de limiter ses absences.
Euh, C'est sûr que dans certains cas, en fait, on va avoir des employés, puis là, on a une population qui est vieillissante, on a parfois des personnes dans nos équipes qui peuvent avoir, par exemple, des limitations fonctionnelles, des maladies chroniques, même des enjeux à la limite de dépendance quelconque. Alors, ce que la loi prévoit, c'est quand même malgré tout un comme l'employé a le droit de s'absenter, puis on ne peut pas discriminer une personne parce qu'elle est malade ou elle a des limitations, les employeurs ont un devoir d'accommodement qui est dit raisonnable. Donc, on doit trouver, dans la mesure du possible, certains aménagements. Ça peut être aménager un poste de travail, ça peut être aménager un horaire de travail, de trouver des façons de il peut y avoir des fois des emplois un autre emploi qui pourrait répondre mieux à ces limitations-là, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, et ce qu'on va dire, c'est qu'il faut pas, tu sais, faudrait pas que l'accommodement constitue une contrainte excessive. Donc d'avoir trop d'impact sur les services à la clientèle, représenter un coût qui est trop élevé. Donc, tu sais, si on doit créer un poste qui n'existe pas dans notre organisation, puis que ça augmente de façon importante notre masse salariale, ben, ça pourrait être jugé excessif. Donc, puis c'est sûr que quand on a des plus petites organisations, ben, on atteint plus rapidement cette notion de contrainte excessive que si on est la Banque nationale. Donc, mais vous devez quand même, s'il y avait, tu sais, si la situation là, si la personne avait, bon, contesté un peu la situation, ben, vous auriez quand même l'obligation de démontrer votre bonne foi, puis le fait que vous avez quand même fait des démarches pour essayer de trouver des aménagements qui seraient raisonnables pour tenter d'accommoder votre employé. Puis si ça ne fonctionne pas, disons qu'on va au bout de ça, ben là, on serait par exemple dans potentiellement là, une terminaison administrative, là, comme Julie en parlait. Tout à l'heure, on parlait du droit de gestion. On a souvent des questions aussi sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, quelles sont les limites du droit de gestion? Bien, on va parler d'abus du droit de gestion lorsque l'employeur va exercer ses pouvoirs de façon arbitraire, déraisonnable, excessive, discriminatoire ou de mauvaise foi. Peut-être quelques exemples pour démystifier tout ça. Si, par exemple, vous modifiez constamment les objectifs d'un employé pour l'empêcher de réussir, bien là, c'est sûr qu'on tombe dans, en partie, de la mauvaise foi. Vous ne devez pas avoir pour intention de nuire à un de vos employés. Exiger une charge de travail supérieure à celle de d'autres collègues, bien, ça peut être vu comme justement une conduite qui est arbitraire. Ça peut être vu comme des attentes excessives aussi face à un employé ou voire même discriminatoire, un comportement discriminatoire qui peut être aussi vu comme de mauvaise foi. Sanctionner un employé pour des erreurs alors que vous avez toléré les mêmes erreurs chez d'autres employés. Donc, ça aussi peut être arbitraire, peut être excessif, discriminatoire ou même de mauvaise foi. Retirer les responsabilités d'un employé sans raison valable. Là, ici, j'apporte un bémol parce que je vous disais tout à l'heure que ça fait partie de votre droit de gestion que d'organiser le travail, les tâches, un peu selon les besoins de l'organisation. Ici, on parle vraiment, par exemple, de retirer, de modifier le poste, le travail, les responsabilités d'une personne sans justificatif réel. Donc, il n'y a pas nécessairement de changement au niveau des besoins dans l'organisation, mais le fait de retirer des responsabilités d'un employé dans un cas comme celui-là peut même l'amener à être isolé. Si, par exemple, vous lui enlevez certains projets pour lesquels il y avait de la visibilité, sans qu'il y ait nécessairement d'enjeu de performance, ça, c'est risqué. Donc, il faut vraiment éviter toujours, vous pouvez
gérer le travail des employés s'il y a une raison valable et que ça répond à un besoin de l'organisation. Si vous refusez de façon arbitraire un congé ou un accommodement. Donc, même principe. Tantôt, je vous disais que vous avez le droit de gérer les horaires. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez même, comme employeur, décider des périodes de vacances dans l'année. Mhm. Mais si, par exemple, vous refusez à une employée un congé sans réelle raison, alors qu'il n'y a pas de politique qui dit, par exemple, que la période de vacances chez nous, c'est de juin à août et en décembre, pendant les 2 semaines du temps des fêtes, c'est tout, mais que vous refusez un congé sans raison valable, juste parce que peut-être l'employé, cet employé-là, ça vous parle moins, puis ça l'affecte pas, sa demande n'affecte pas l'opérationnel là, au niveau de l'organisation. Ben là, ça peut être mis en question, ça peut être vu comme une décision qui est arbitraire, qui est déraisonnable. Et la gestion par représailles. Qu'est-ce que c'est la gestion par représailles? Ben, c'est par exemple un employé qui va avoir usé d'un de ses droits. Donc, par exemple, il a porté plainte en harcèlement contre son gestionnaire. Et là, vous, ben, vous décidez de lui refuser un congé pour cette raison-là ou sa prochaine évaluation de performance, ben, vous mêlez un peu les cartes puis vous lui en tenez rigueur pour cette plainte-là qu'il a tenue contre son gestionnaire. Eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Ça va être vu comme un abus du droit de gestion, comme une pratique qui est déraisonnable, qui est de mauvaise foi. Le but, c'est pas non plus de vous faire peur ici. Quand on parle d'abus du droit de gestion, on peut rapidement aussi, ça peut être des comportements qui peuvent s'apparenter à ce qu'on appelle du harcèlement psychologique. Donc, si vous avez, par exemple, des conduites vexatoires face à un employé, si vous tenez des propos qui sont humiliants pour lui devant le reste de l'équipe, ça peut franchir certaines limites aussi. Donc, peut-être un petit truc à garder en tête, c'est vous avez le droit, par exemple, de critiquer le travail d'un employé, d'avoir des attentes très cadrées par rapport au rendement. Là où c'est très dangereux, c'est quand on tombe dans la critique de la personne. Donc, si vous demeurez dans la critique des actions qui sont posées ou des comportements de la personne, il y a moins de risques. Donc, on évite d'aller vers tout ce qui est vraiment personnalisé à l'employé. Mm. Julie, on a une question dans le chat de Sylvie, en fait, qui demande si un employé est en congé à cause d'une situation de stress avec son gestionnaire, est-ce qu'on peut lui demander s'il veut discuter avec une consultante RH que l'employeur a engagée pour faciliter la communication? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ce serait quoi tes premiers réflexes? Euh, Ben moi, j'aurais le goût de dire c'est une belle idée de la part de l'employeur. On tente des choses. C'est un peu, c'est un terrain délicat parce qu'on ne peut pas non plus forcer l'employé, surtout si, bon, là, j'en comprends qu'il est en arrêt de travail dû à une situation qui s'est possiblement produite au travail. Faut aussi, habituellement, nous, on va recommander d'éviter de communiquer avec l'employé pendant son arrêt de travail. Vous pouvez prendre des nouvelles de façon ponctuelle, mais c'est délicat, c'est du cas par cas. Mais je trouve que c'est des beaux moyens à tenter de dire, ben écoute, voici ce que nous, on met à ta disposition. Si c'est quelque chose qui te parle, si ça peut te faire du bien aussi de parler avec une personne qui est neutre, qui est externe à l'organisation, ça peut être une très belle idée. Donc, de tendre un petit peu vers ce qu'on peut appeler de la facilitation, de la médiation, mais il faut analyser chaque situation individuellement. Est-ce que l'employé est prêt? Est-ce qu'il est rendu là? Donc, c'est un peu ce que je répondrais. Et on ne peut pas forcer l'employé non plus. Il faut respecter le fait qu'il est en arrêt de travail. Ouais. Moi aussi, c'est ça. Je dirais que sur une base volontaire, je pense que ça peut être intéressant, mais des fois, ça peut être nécessaire pour envisager un retour au travail. Mm. Ensuite, ben, tu sais, c'est sûr qu'un des premiers réflexes, tu sais, tu sais, s'il y a une situation de stress, probablement comme employeur, ce serait peut-être de creuser un peu la situation, d'investiguer aussi, tu sais,
est-ce qu'il y a quelque chose dans l'organisation du travail, dans le style de leadership, non, vous avez comme une obligation de protéger la santé psychologique, donc c'est un peu comme en tout cas, je ne sais pas si ça a été accepté là, comme un arrêt de travail, mais si oui, probablement que je ferais une petite mini-enquête pour voir si, bon, c'est une situation qui relève de l'individu ou s'il y a quelque chose, des mesures peut-être organisationnelles aussi qui pourraient être mises en place pour prévenir ce genre de situation-là, puis le proposer là, de façon à la personne. Je pense que ça peut être intéressant, mais je pense que ça serait difficile tant aussi longtemps que la personne est en absence de l'imposer. Mm. Donc, je pense qu'on peut le proposer, mais pas l'imposer. Donc, maintenant, en termes de droit du travail, bon, évidemment, on gère des risques, hein. Quand on gère des employés, on s'expose à un certain nombre de risques. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit paralysant parce que des fois, il y en a certains gestionnaires qu'on voit là, que de peur qu'il y ait un litige, des fois, on a tendance à fermer les yeux sur certaines situations ou à ne pas oser agir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup ben, il peut y avoir des risques là, de litige. Donc, puis c'est vrai que c'est là. Après ça, ben, il faut bien les comprendre, puis il faut connaître un petit peu les limites de ces principaux recours-là. Donc, on va vous parler essentiellement des deux principaux recours qu'on va généralement là, voir, entendre là, au niveau du droit du travail. Donc, on a l'article 124 là, de la loi des normes, donc pour le recours pour congédiement sans cause juste et suffisante. Donc, en fait, ce qui est important, un employé peut intenter ce recours-là s'il est avec son employeur depuis au minimum 2 ans. Donc, en deçà de 2 ans, c'est comme si les normes vous donnaient un genre de période de probation théorique, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut agir de façon cavalière, de mauvaise foi et de façon discriminatoire avant 2 ans, mais on peut quand même gérer la performance en ayant un dossier un peu moins étoffé parce que en tant que tel, un employé ne pourrait pas revenir contre vous puis intenter ce recours-là si vous mettez fin à son emploi en deçà des 2 premières années. Bon, après ça, peut-être un petit point de vigilance, même si les recours sont pas là, ça reste quand même que je pense que tous les membres de l'équipe regardent parfois les gestionnaires dans leur façon de traiter les employés, puis si les gens sont peuvent avoir l'impression que vous n'avez pas nécessairement offert le soutien nécessaire ou le temps nécessaire pour accompagner un employé, puis que vous avez mis fin de façon peut-être moins justifiée à un emploi. Je pense que ça peut quand même avoir des incidences sur vous comme organisation, mais en tant que tel, il n'y a pas de recours possible pour cet élément-là. Congédiement sans cause juste suffisante, ce qu'on va chercher à déterminer, c'est est-ce que le motif du congédiement, donc au-delà de 2 ans, disons qu'on décide de mettre fin, parce que c'est quand même possible de mettre fin à l'emploi d'une personne qui serait avec vous depuis 5 ans, 10 ans ou même 15 ans. Donc là, on va devoir démontrer que le motif du congédiement était raisonnable et non arbitraire et que le congédiement était proportionnel au manquement. Donc, tu sais, c'était vraiment, généralement, on va voir ça un peu comme vraiment le dernier recours, le congédiement. Donc, on va vouloir voir une certaine gradation des sanctions, à moins que ça soit un manquement grave. Donc, on va analyser ça. Un tribunal analyserait aussi dans quelle mesure la personne était informée des attentes, qu'elle a obtenu le soutien nécessaire et qu'elle a eu l'occasion d'améliorer son rendement, mais que les améliorations n'étaient pas suffisantes et que ultimement, on s'est rendu jusqu'à un congédiement. Dans certains cas, on n'a même pas nécessairement besoin d'un congédiement. Ça pourrait être une sanction importante ou une mise à pied. Mais si un employé pense que on l'a mis à pied, mais que réellement
ce qui se cachait derrière ça, c'était plutôt un congédiement. Mais là, on pourrait quand même intenter ce congédiement-là, ce recours-là en disant j'ai été victime là, d'un congédiement déguisé. Donc, ce serait une façon détournée de mettre de mettre fin à l'emploi, mais en disant, par exemple, qu'il y a eu une restructuration ou que des motifs qui seraient autres. Puis là, ben, c'est à l'employeur de démontrer là, que ce n'était pas le cas. Donc, ça, c'est le premier recours. Le deuxième recours, c'est le recours pour pratique interdite. L'article 122, ce recours-là, il s'applique dès l'embauche, même avant l'embauche. Ça pourrait même être dans le cours du processus de sélection. Donc, ça s'applique, c'est disponible pour toute personne qui est en relation avec vous, là, en quelque sorte, là, pour devenir employé ou à titre de personne salariée. Et ce qu'on va voir, c'est en fait, ce que ça limite, c'est le fait d'avoir une personne qui a exercé un droit protégé. Ça peut être, par exemple, le droit de s'absenter pour des raisons de maladie, le droit de dénoncer, par exemple, faire une plainte de harcèlement, le droit d'avoir certaines obligations familiales. Donc, la personne a exercé un droit qui est protégé et elle a été victime d'une sanction. Ça peut être un congédiement, mais ça pourrait aussi être une rétrogradation ou ça pourrait être une mesure disciplinaire. Donc, à partir du moment où on a ces deux éléments-là, ben là, la personne peut intenter un recours et là, il y a la présomption qui s'applique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la, un tribunal considérerait qu'il y a eu pratique interdite et c'est à l'employeur de démontrer là, que le fardeau de la preuve, de démontrer là, que ce n'était pas le cas. Donc, des fois, dans un contexte où il y a un congédiement, par exemple, pendant ou suivant un congé de maladie ou un congé de maternité, ben, on pourrait, par exemple, là, on faut rester plus prudent parce que non seulement là, il pourrait y avoir des recours pour congédiement sans cause juste et suffisante, mais il pourrait également y avoir des recours pour pratique interdite. Puis là, on arrive à nos mises en situation. Est-ce qu'il y en a une, Julie, qu'on voudrait faire parce qu'on arrive à la toute fin de notre webinaire ou on se garde ça pour une autre fois? Oui, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais tu as quand même couvert la quatrième qui était le fameux congé de maternité, la fin d'emploi pendant un congé de maternité. Oui. Puis là, je vois la question, là, si une personne a été à l'emploi depuis 2 ans, mais a été en arrêt de maladie pendant 6 mois, est-ce qu'elle peut intenter un recours pour congédiement sans cause juste et suffisante? Ben, c'est ça, ça répond un petit peu, ben, si son emploi est terminé, en effet. Et donc, des fois, il peut même y avoir deux recours là, qui peuvent être intentés simultanément. Donc, voilà. Alors, ben, ça met déjà fin à notre webinaire là, où on aurait pu, je pense, couvrir de nombreux sujets. Donc, en espérant que ça vous a quand même éclairé sur certaines notions importantes. Puis évidemment, ben, agir, tu sais, dans le fond, le rôle de gestionnaire, ça reste complexe. Chaque situation est unique. Mais bon, s'il y avait quoi que ce soit, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On vous souhaite un bon début d'été. Ça va être le dernier webinaire là, avant l'automne. Donc, on vous remercie grandement d'avoir été avec nous aujourd'hui et au plaisir de se reparler. À très bientôt. Au revoir, bonnes vacances, bon été.